Bonjour à tous et bienvenue dans Les Experts. Pendant 1 heure, nous passerons en revue l'actualité non pas de la semaine, mais de l'année écoulée, l'année 2016. Alors on va parler évidemment de tunnels, d'attentats, de Trump, de Brexit, entre autres. Pour analyser tout cela, commenter tout cela, 2 invités politiques prestigieux et 3 experts prestigieux aussi. Il écrit des livres. Il écrit aussi pour des revues. Il scrute l'horizon. Bonjour Michel Gueude. Bonjour Jean-Jacques. Elle est chroniqueuse, elle est blogueuse, elle est décrypteuse compulsive. Bonjour Salma Awash. Bonjour. Et il a l'habitude des crises, il adore les gérer d'ailleurs. Bonjour Christophe Ginisti. Bonjour Jean-Jacques. Alors le 22 mars, je ne dois pas vous faire un dessin ni vous le rappeler. Au sein de BXA en fait, je voulais vous le dire, on a voté pour le Bruxellois de l'année. Et un nom est ressorti, c'était celui de Walter Benjamin, rescapé de l'attentat de Zaventem. Il était vendredi midi mon invité et voilà ce qu'il répondait à ma question. Comment allez-vous ? Je vais mieux, mais disons que je n'ai pas le choix. Je dois aller mieux, en fait, je dois rester positif. La vie continue et je dois me battre aujourd'hui pour qu'on n'oublie pas, qu'on ne nous oublie pas, à nous les victimes de cet attentat. Et plus personnellement, vous, d'abord, il y a une jambe où vous n'avez plus rien, où tout va bien. Depuis quelques jours, en fait. Voilà, depuis quelques jours seulement. Oui. Et l'autre jambe, vous attendez une nouvelle prothèse. Alors, début janvier, en fait, j'ai rendez-vous avec le bandagiste pour préparer une nouvelle prothèse. Et là, il va y avoir, entre guillemets, une nouvelle bataille, je dis personnelle, parce qu'en fait, on doit me mettre un genou électronique qui coûte très cher. Ça coûte environ 50 000 € sans la prothèse. Et là, voilà, on ne sait pas qui va payer ça ou si on va la payer. Donc on commence tout de suite par l'émotion. Michel Gueude, les attentats, ça reste très présent dans la tête des Bruxellois. Oui, 2 pensées. D'abord pour les victimes, comme lui, qui restent confrontés à des problèmes gigantesques, il vient de le dire. Et la deuxième pour les forces de l'ordre. Moi, je vis dans le centre-ville, en plein marché de Noël, les plaisirs d'hiver. Depuis plus d'1 an, la police et l'armée patrouillent jour et nuit. Je fais aussi une émission de radio dans une radio qui est gardée en permanence par des soldats en armes. C'est Radio Judica. Radio Judaïka. C'est impressionnant, mais c'est important, c'est formidable. Je trouve que ces gens font un boulot très très important pour rassurer la population et pour la protéger. Et je trouve qu'on ne leur dit pas assez merci. Salma Awash. Pour moi, Walter Benjamin représente un peu ce qu'on pourrait appeler ceux qui font ressortir le meilleur du pire. C'est-à-dire qu'il a pris le parti de transformer... On a 2 choix, soit on sombre dans la peur, le populisme, une espèce de clivage, ou alors on part dans une espèce d'ouverture, de transformation quelque part de ce qu'on croyait être acquis et ce qu'on croyait savoir. Et il représente un petit peu ça, parce ces victimes parfois montrent une espèce de courage et de positivisme que nous-mêmes, qui n'avons été moins touchés, n'avons pas. Et je trouve que c'est une force incroyable. Donc je comprends que vous ayez voté pour lui, pour le Bruxellois de l'année. C'est un peu ce qu'on disait aussi pour les parents de Julie et Mélissa aussi. Absolument. C'est ça. C'est qu'on a l'impression que ceux qui sont tous les touchés par parents l'horreur... oui. Je crois qu'ils n'ont pas le choix, en fait. C'est ce qu'il explique. Il doit aller mieux. Donc j'imagine que comme ils sont tellement touchés, tellement affectés, ils doivent mettre en place quelque part cette espèce d'instinct de survie qui est de vouloir avancer, parce que si on se laisse entraîner, on peut imaginer qu'on sombre vers le fond. Or, ils n'ont pas forcément ce luxe-là. Ils doivent remonter. Tandis que nous sommes encore traumatisés, mais on le voit et on en parlera peut-être après. Après Berlin, on voit bien que quelque part, c'est en train de rentrer dans notre quotidien. Et c'est peut-être ça aussi. C'est qu'on sait qu'on va devoir vivre avec ça et s'habituer à ça. On a voulu rejeter un petit peu en se disant la misère du monde ne nous appartient pas, mais finalement, elle est là. Et on se rend compte que tout, même les conflits, même la peur, le terrorisme sont mondialisés. Donc on fait avec quelque part, c'est une sorte de pragmatisme. Christophe Ginisti. Je ne vais pas répéter ce que Michel et Salma ont dit, qui est tout à fait pertinent et avec lequel je suis parfaitement d'accord. Je crois que ce qui est important de voir, c'est de conserver notre capacité à nous révolter et à être sidérés. C'est-à-dire que ces événements qui sont une sorte de lame de fond depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, ne doivent pas rentrer dans nos habitudes et ne doivent pas rentrer dans notre quotidien comme si c'était normal. Et ce sont des choses profondément anormales, choquantes, révoltantes, et il faut que nous conservions notre capacité à nous indigner par rapport à ça. Mais on va demander l'avis de nos invités politiques prestigieuses qui en ont vu d'autres. Il s'agit d'Antoinette Spaak et de Philippe Moureau. Je les invite à nous rejoindre.
Donc nous rejoignent à présent Antoinette Spaak, ministre d'État. Elle fut présidente du FDF, l'ancien défi, de 75 à 82. Elle a aussi été présidente du Parlement de la Communauté française. Elle a terminé sa carrière politique en tant que députée européenne, puis finalement bruxelloise. Tout ça, c'était en 99, avec une réincursion de quelques semaines en 2007, je crois. Philippe Moureau, lui, est ministre d'État également, bourgmestre de Molenbeek pendant 20 ans, ministre à de nombreuses reprises, sénateur socialiste. À la fin de sa carrière parlementaire, maintenant il est devenu quasiment écrivain. Et Antoinette Spaak aussi. Voilà, sénateur et député. Alors, je voudrais avoir votre opinion. Vous d'abord, Antoinette Spaak, est-ce que vous avez l'impression qu'on n'a jamais vécu une époque pareille avec ces attentats? Oh, certainement avec les attentats. Il me semble pas. Moi, j'ai connu la guerre quand même très bien. Non, il y a une violence terrible. Hein. C'est pas que la guerre ne soit pas violente, mais c'est épouvantable. Et tous ces pauvres gens qui sont tués et qui n'ont rien fait à personne. Et puis c'est la manière aussi de rencontrer. Au-delà de la violence, il y a la manière d'y faire front de manière convenable. Non, je pense que je ne l'ai jamais connu. Et vous, Philippe Moreau? Non, je crois. Enfin, quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai connu le terrible attentat d'Anvers. Donc là, j'ai été en première. Mais c'était dramatique, c'était un attentat. Maintenant, chaque jour, vous vous posez la question, où la prochaine fois? C'est vraiment, on a changé de monde. J'espère que la durée sera limitée, mais on a eu les attentats de Paris, Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan, Bruxelles, et maintenant, enfin, Berlin. Le dernier Berlin, on a eu Nice, on se demande, le monde est un peu fou pour le moment, et ce qui est dramatique. Il est plus fou qu'avant? Mais on est dans une très mauvaise période. Je suis historien, je sais que c'est des choses qui arrivent dans le déroulement historique, et que ça passe heureusement. Mais on sent bien qu'on est loin d'en être sorti. Hein. On n'est pas encore dehors. Il faudra d'abord peut-être essayer de régler certains problèmes du Moyen-Orient pour extirper le point de départ. Mais même après ça... Et ça suffira, vous croyez? Ça ne suffira pas dans un premier temps. Parce qu'on a... Il faut savoir, enfin, avant d'écrire le dernier bouquin que j'ai publié, j'avais repris contact avec des jeunes de ma commune et j'avais perdu de vue depuis 3 ans, et j'avais vu, c'était plus les mêmes. Une partie, en tout cas, c'est une frange, qui avait été tellement intoxiquée par tout cela que ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Salma Awash. Justement, comme vous êtes historien et comme vous avez un recul quand même sur les périodes et les époques, je veux dire, vous avez la capacité de pouvoir analyser ce que nous, pour lequel nous, on a forcément un peu moins de recul. Est-ce que vous avez vu venir? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs que cette période allait arriver? Je pense que les interventions non réfléchies au Moyen-Orient devaient nous amener des malheurs. Ça, je l'ai pensé... Et localement, il y avait des choses qu'on aurait pu voir venir? Je l'ai pensé à ce moment-là, qu'on se lançait dans des aventures, soi-disant pour importer la démocratie sans réfléchir là où on allait, et qu'on aurait certainement des conséquences. Maintenant, je ne suis pas prophète, je suis historien. Je ne m'attendais pas, évidemment, à ce que ce monstre de Daesh prenne cette importance, se découple en quelque sorte du reste de ceux qui ne sont pas d'accord avec les régimes en place pour mettre en avant quelque chose qui est vraiment le contraire de l'humain. Et vous, Antoinette Spaak, parce que vous faisiez un peu le parallèle avec la guerre, souvent on a fait le parallèle aussi avec les années 30, on revit les années de plomb. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison-là? Non, je crois que... Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il faille parler de guerre. Je n'aime pas qu'on emploie ce terme qui n'est pas juste. La guerre, c'est autre chose que ça. Il y a quelque chose... cette guerre, ce combat entre les religions, par exemple, est quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire. Mais quand on lit beaucoup d'histoire, de livres d'histoire, j'adore lire l'histoire et les biographies, etc. Vous savez, je crois que le fait qu'il y ait la mondialisation de l'information fait que
au Moyen-Âge, il y avait des choses épouvantables qui se passaient. Les guerres étaient nombreuses, elles étaient affreuses. Les croisades, c'était épouvantable. Ça ressemblait quand même un tout petit peu. Oui, hein. ça, c'est un Donc point la de comparaison comparaison aujourd'hui, c'est un peu consolant de se dire que ce n'est pas la première fois que l'être humain est ce qu'il est. On a fait quand même des progrès dans certains domaines. Le problème de la santé, tout ça. J'essaye de me consoler, hein, parce que je trouve que ce qui se passe de chaque jour, on est épouvanté de... C'est ce que vous dites à vos enfants, petits-enfants et autres. Vous dites, vous inquiétez pas, il y a eu les croisades, donc on en sortira. Ah non, je ne dis pas ça à mes difficile. enfants, à mes enfants, petits-enfants. Mais eux m'attaquent beaucoup en me disant, surtout mes enfants, mes petits-enfants sont plus respectueux, mais mes petits-enfants me disent, tu nous as quand même laissé un drôle de monde, hein, un drôle de monde. Mais ça, on en reparlera dans les différents thèmes dont on va parler aujourd'hui. Et là, la réponse n'est pas tellement facile. Et j'emploie alors l'excuse de faire de ce qu'aujourd'hui, on est en direct sur tous les malheurs du monde. C'est vrai. C'est ça. Alors, Philippe Moreau, on a beaucoup parlé de Molenbeek aussi cette année. On en avait déjà parlé en fin d'année dernière. Molenbeek était quand même sous les projecteurs, sous les feux des projecteurs. On voit quand même qu'il n'y a pas qu'à Molenbeek. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous trouvez que l'année 2016 se termine mieux que ce qu'elle avait commencé pour Molenbeek? Pour Molenbeek, je ne sais pas, parce que, vous savez, les traces sont là. La population est terriblement marquée, tous ces braves gens, parce que la grande majorité de cette population est une population pacifique. Moi, je les connais bien, ils sont généreux, et ils se sentent encore aujourd'hui... c'est une autre forme de victime, si vous voulez, de ce drame. Pour le reste, l'enquête qui a progressé a bien montré ce que j'avais dit dans mon livre, que ça venait de Raqqa, en Syrie, que c'était... Le drame de Molenbeek, c'est d'avoir eu Abaout, qui a recruté alors ses anciens potes et qui ont fait partie d'une petite nébuleuse qui, aussi, on l'a découvert progressivement, n'était pas strictement molenbeekoise. C'était tous les anciens copains, en général, issus de la délinquance classique. Hein, c'est ces gens-là. Mais maintenant, quand vous voyez le développement de ce terrorisme, vous vous rendez bien compte que, écoutez, Molenbeek n'a rien à voir avec Nice, avec Berlin, avec tous les drames affreux. Nous sommes devant un problème qui est un problème qui a des racines internationales. Il ne faut pas nier. On annule le bombardement de Molenbeek dans ces conditions. Oui. C'est ça, on l'annulera. Christophe Ginisti? Un point très important qu'a soulevé Antoine Spaak, c'est l'effet loupe que produisent les médias. Il faut aussi prendre conscience d'un fait qui est un fait que l'histoire jugera, c'est que nous sommes à une période unique de notre histoire où tout se déroule en direct, sans intermédiation. Et on a la possibilité d'avoir les images, on voit les images sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on n'attend pas le journal du soir pour avoir un décodage de ces images, on les voit en permanence, sans filtre, sans intermédiation, sans décryptage, et ce qui rend le peuple, enfin le spectateur, dans un état d'anxiété, qui est un état d'anxiété absolument terrible. Mais on ne voit pas toutes les images. Hein. On ne voit pas toutes les images. Il y a tout de même des deux côtés. Je parle des deux côtés, je parle des Russes et des Occidentaux. Parlez de la Syrie, là. Oui, ben, d'une façon générale, on parle de l'Irak aussi. Il y a une forme habile de censure. Je n'ai pas encore vu d'image très précise de ce qui se passe dans, par exemple, le siège de Raqqa qui est en train de se mettre en place. Quand les événements dramatiques se déroulaient à Alep, on n'avait pas tellement d'images. On les a eues après, et on a eu des images très précises. On avait des très bonnes images, parce que des gens étaient sur place et les envoyaient par les réseaux sociaux. Oui, dont une grande partie se révèle aujourd'hui fabriquée à l'extérieur. C'est dramatique, mais c'est quand... Philippe, oui, la propagande. Ah oui. La propagande D'ailleurs, allemande, à certains moments, quand incroyable, les images. Et pendant la guerre, les cinémas donnaient les nouvelles de l'Allemagne, etc. On voyait que tout allait bien, il y a un formidable. Les bombardements Berlin a été bombardé, je peux vous dire qu'on ne le voyait pas, le bombardement de Berlin par l'aviation anglaise. Hein. Donc, il y a ça. Et je voulais ajouter, Philippe, est-ce que vous seriez d'accord en disant, je trouve que les personnes ont beaucoup moins de contact avec la population.
tout de suite après la guerre, moi j'allais dans les meetings donnés par mon père dans des petits villages flamands où il parlait de l'OTAN. Il y avait un discours à Ostende où il y avait 50 personnes dans un petit caberdouche enfumé où il parlait de l'OTAN en français à des Ostendais. Écoutez, on ne le fait presque plus, ça. Et il y avait là, et ça passait, ça passait. Il n'était pas pour l'OTAN avant, et c'était pour l'OTAN après, je vous le signale. Je vous propose, on va passer... Que votre père avait un talent exceptionnel pour enrober les choses, on le sait tous. On va passer à notre deuxième sujet, et on ne va pas rester très très loin, parce que on va parler du populisme. C'est le mot de 2016. Alors, quelques jours avant l'élection de Donald Trump, nous recevions dans notre magazine M le responsable belge des Républicains, Michael Koulbikas. Il n'était pas très enthousiaste sur les deux candidats, comme il l'a reconnu au micro de Jean-Christophe Peuzès. Vous êtes un peu mal à l'aise par rapport à cette campagne de Donald Trump. C'est un choix très pénible, en fait. Je trouve que c'est quelque chose... C'est très loin et c'est plutôt une question intéressante. Comment on peut arriver à une situation avec deux candidats tellement impopulaires sur les deux côtés? Il n'y a pas de meilleur. Ça, c'est le meilleur qu'on peut faire sur les deux parce côtés. Que donc Donald Trump, c'était pas votre favori, quoi. Pour plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont soutiens. Il y a beaucoup d'enthousiasme et ça devient de plus en plus la date approche. Mais certainement, moi, personnellement, mon avis, j'avais de candidats que je préfère beaucoup de loin de la candidat personnel. Mais en fait, ça se passe tous les 4 ans. Ouais. Son candidat ne gagne jamais, en fait. C'était ça qu'il voulait dire. Et en fait, quand il est revenu après l'élection de Trump, ce même monsieur Koulbikas, eh bien, en fait, là, à ce moment-là, il était devenu Trump à mort. Voilà. Et je crois que c'est le cas de pas mal d'entre eux. Christophe Ginisti, vous vouliez réagir sur le populisme? Oui, sur le populisme, vous savez, le très sérieux dictionnaire d'Oxford, Oxford Dictionary, a déterminé le mois dernier, il y a quelques semaines, que le mot de l'année qui marquait le plus l'année, c'était la post-truth. C'était la post-truth qu'on pourrait traduire par la post-vérité, et donc par quelque chose qui est un détournement de la vérité. C'est le mensonge, quoi. C'est le mensonge, mais c'est plus pernicieux. C'est beaucoup plus pernicieux et plus vicieux que ça. Là, et en fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que à travers l'élection de Donald Trump, mais pas que à travers l'élection de Donald Trump, on parlera tout à l'heure du Brexit, je crois, on est dans une époque qui a été marquée par c'est une arnaque, quoi. Tout est une arnaque. On nous vend des choses qui n'existent pas. Les candidats ont été pris en flagrant délit de mensonge à un nombre de fois incalculable. Et malgré ça, eh bien, ils sont élus. Et voilà. Donc c'est un vrai phénomène de société. Et probablement que 2016 restera dans l'histoire à ce point-là pour avoir été à ce point l'année de la manipulation et de la mauvaise vérité. Donc arnaque ou complot. Alors Philippe Bourreau, vous en tant que spécialiste de la critique historique, ça doit vous rendre fou cette idée de post-vérité quand même. Oui, moi je pense qu'on est dans une phase de crise profonde de la démocratie et de méfiance profonde de la population qui effectivement, parfois à raison, parfois à tort, estime avoir été largement trompée. Vous savez... c'est extraordinaire ce que réussissent ces populistes de droite. Enfin, Trump, puisqu'on parle de lui, qui réussit, lui, milliardaire, qui se fout comme de l'an 40 des gens modestes, qui réussit à avoir le vote des ouvriers sans travail dont les usines se sont écroulées par un discours fallacieux où il annonce qu'il va leur donner du travail. Mais on avait déjà connu, moi j'ai retrouvé un extrait d'une intervention de Sarkozy, où Sarkozy, s'attaquant à la gauche, dit la gauche est dans les beaux hôtels de Paris. Moi, je suis avec le peuple, je suis dans l'usine, ma maison, c'est l'usine. Vous vous rendez compte Enfin, un esprit critique se dit, mais ce type, comment il ose? Plus c'est gros, plus ça passe. Mais ça passait, au moins en partie. Parce que il y a tout de même, là, il ne faut tout de même pas le nier, une partie de l'élite politique, l'élite entre guillemets, parce que vous imaginez ce que j'en pense, a perdu une part du contact avec la population. Madame Spaak en disait un mot il y a un instant. Mais vous en faisiez partie il n'y a pas si longtemps. Oui, mais je pense que moi, on me reproche plutôt d'avoir été trop près des gens. Ça, je peux vous dire que si quelqu'un est resté proche des gens de sa population, on me le reproche. On me dit que c'est pas comme ça qu'on gouverne.
qu'il faut avoir du recul et qu'il ne faut pas être trop... Donc, on est dans une phase où il y a une partie de la population, on va parler du Brexit, mais vous savez l'explication du Brexit, mais peut-être que je... Si vous la donnez tout de suite, on ne va plus en parler du Brexit. Non, Donc, non, restons-en là. Antoinette Spaak, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Philippe Moreau parlait de populisme de droite, il y a peut-être aussi un populisme de gauche. Il y a certainement un populisme de gauche aussi, et c'est ça qui a fait à un moment donné que les gens se sont complètement désintéressés de la politique. Moi, je suis plus sensible que Philippe à ce qu'on fait avec l'Europe, par exemple. L'Europe, à ses débuts, c'était véritablement un engouement incroyable. Et je disais aussi à Philippe tout à l'heure, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été fait par quelques hommes, très peu de monde est sorti de la guerre en disant les Allemands et les Italiens qui ont perdu la guerre vont rentrer dans une union politique où ils ont été, leur comportement a été pour le moins épouvantable. Et il fallait expliquer ça aux gens. En 1944, en 1945, le Conseil de l'Europe, je crois que c'était encore en 1944. Toute ma famille, je parle de ma famille, était anti-européenne. On avait perdu des fils, on avait perdu des pères, on avait perdu des maris, et on disait, mais qu'est-ce que c'est, ils sont fous. Et il y a eu quelques hommes qui ont dit, écoutez, c'est maintenant ou jamais, si on ne la fait pas, et ils ont convaincu, parce qu'ils étaient honnêtes, ils étaient engagés, et ils avaient toute l'histoire derrière eux, si je puis dire. Oui. Ils avaient tiré la leçon de l'histoire de 14-18, exactement, en se rendant compte qu'on devait faire vraiment quelque chose. Et puis tout d'un coup, on a perdu le contact. C'est ça que je voulais dire. À un moment donné, elle a grandi, l'Europe, et puis c'était les traités de ceci, le traité de cela, et puis on avait ensemble l'élite de l'Europe, et j'en fais partie. Hein. C'est une autocritique, là. On est tout de même dans une phase qui est totalement différente, parce que là, ce qu'on voit avec Donald Trump, et on parlera encore tout à l'heure du Brexit, c'est qu'on est dans une phase de campagne. Donc campagne, ça veut dire c'est de la communication, c'est de l'acquisition, c'est ce genre de choses. C'est une campagne qui dure pratiquement 1 an et demi, et qui dépense des sommes faramineuses, puisqu'on pense que chacun des candidats n'a pas été loin de dépenser $1 milliard. Donc on est dans une phase de campagne. Et là, c'est une guerre. C'est une sorte de guerre, une guerre d'information, où tout ce qui peut être cru ou vraisemblable... Tout est permis. Tout est permis. Tout est permis. Oui, mais et vous, Salma Hawache, il mentait comme il parlait. Hein. Le populisme, en fait, c'est un peu, j'ai envie de le comparer à une sorte de virus. Et le virus touche parfois plus les personnes qui sont déjà sensibles ou qui sont déjà malades ou dont les défenses immunitaires sont plus faibles. Et il y a quand même des sociétés qui sont plus touchées que ça. Alors, soit la société a déjà un problème à la base, et c'est pour ça que le populisme fonctionne, parce qu'il arrive avec une solution, un semblant de solution alternative, ou alors, c'est parce qu'il faut se le dire, on avait une très mauvaise candidate en face. Moi, je ne l'ai pas trouvée bonne sur les terrains de la communication. Donc, il a réussi à étendre, si vous voulez, son virus d'une manière... Mais voilà, c'était viral. D'ailleurs, toute sa communication était virale. Tout ce qu'il disait, au plus que c'était cru, ça pouvait être faux. Peu importe, c'était repris et ça touchait tout le monde. Alors que Hillary Clinton à côté ne faisait pas le poids en termes de communication, en termes aussi d'institutions. Elle était loin des gens, comme vous le disiez. Dire qu'elle parlait un langage que les gens ne comprenaient pas forcément. Je voudrais qu'on peut-être revienne sur la Belgique une seconde et avoir l'avis de nos deux invités. Qui est populiste en Belgique? Qui vous voyez comme populiste en Belgique? La NVA est populiste. Hein. Elle fait son... elle est de droite, elle est d'extrême droite, elle attaque tout ce qui est tout ce que la population attend sur les réfugiés, sur les francophones. C'est une campagne épouvantable, je trouve, qui défendent le peu d'idées, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais le peu d'idées est irrecevable dans une démocratie. Moi, je suis très, très inquiète aussi de la montée de la NVA et de la manière dont De Wever, avec une grande habileté, change tout le temps, s'excuse quand il a envie de s'excuser, remonte à l'attaque dès qu'il peut attaquer, met Franken c'est pas du populisme, ça, de mettre Franken en exergue. C'est très populiste, Franken. Philippe Moreau, vous allez dire la même chose, je suppose. Je vais ajouter simplement que nous sommes aussi en partie responsables. Parce qu'on a laissé planer
une série de doutes sur les gens d'origine étrangère, etc., que lui a cristallisé. Regardez, le refus de visa pour cette famille syrienne, qui est un refus odieux, surtout dans les conditions que l'on connaît là-bas, eh bien, c'est tactiquement voulu par la NVA pour essayer de capitaliser la crainte qui existe et qui a une partie de justification, mais qui existe au sein de la population. Ça, c'est vraiment le populisme. C'est d'essayer d'utiliser la crainte des gens qui a une base, comme je viens de le dire, qui n'est pas entièrement fantasmagorique, d'essayer de l'utiliser et de la perverseriser, je ne sais pas, j'emploie un mot qui n'existe pas, donc c'est très La bien. pervertir, peut-être. Pervertir est mieux, oui, voilà. Moi, je suis très fier d'avoir appris un nouveau mot. Non, non, ancien pas un nouveau professeur. mot, mais moi je suis très fier parce que moi j'en ai peut-être créé un nouveau. C'est un mélange entre pulvériser et Et Voilà. pervertir, D'accord. voilà. Très Mais- bien. Voilà. Merci de l'aide. Oui. Alors, ce que fière aussi. je vous propose de passer au Brexit et à l'Europe, puisque c'est assez proche, ces deux sujets, parce que finalement, ce référendum, ce Brexit, on ne s'y attendait pas, et là aussi, c'est le populisme qui a gagné, la post-vérité qui a gagné également. Alors, Philippe Bourreau, je vous donne la parole à votre tour maintenant, puisque vous vouliez dire, vous aviez une explication pour le Brexit. Mais je crois que le Brexit, vous avez au départ une fraction qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas majoritaire des Anglais qui sont isolationnistes, qui sont toujours, enfin, qui ont ces rêves de cette île insulaire, hein, l'île qui doit vivre son propre destin. Mais ce qui est remarquable, inquiétant, c'est que s'est ajouté à ça une frange importante. Et d'où elle vient, cette frange importante? Elle vient des milieux populaires. On a beaucoup reproché aux dirigeants du Parti travailliste de ne pas avoir pris position, mais il était très mal pris, parce que c'est une partie de son électorat. Alors, ces gens vivent très mal la situation économique. Ils vivent très mal et ils ont finalement emmagasiné, en partie à tort, mais pas totalement à tort, là je serais certainement un petit peu en conflit avec Mme Spaak. Carrément. L'Europe qui ne leur apporte que l'annonce de l'arme supplémentaire, alors que la manière dont on leur explique ce qui se passe à Bruxelles, parce qu'on dit Bruxelles, mais Bruxelles, c'est pas les Bruxellois, c'est ce petit monde très fermé, très ultralibéral, qui n'a que mépris pour les populations. Et c'est cette agglomération, cet agglomérat de ce fond de sauce De mécontents, finalement. à des mécontents sociaux, qui encore une fois ont peut-être d'ailleurs fait un choix où ce sera encore pire pour eux, mais comme les gens de ces milieux populaires qui ont voté. Alors, Antoinette Spaak, la parole à la défense de l'Europe. Oui, ça c'est vrai. Écoutez, la campagne, quand on suivait un tout petit peu la campagne sur les chaînes anglaises, en anglais, pas seulement les images qu'on avait sur nos chaînes à nous, la campagne a été mensongère, mais des mensonges incroyablement scandaleux. Hein. Moi, j'ai vu sur un marché Boris Johnson, un marché, tout le monde était agglutiné autour de l'ancien maire de Londres, il était très populaire, hein, et il avait une botte d'asperges dans la main, et il a dit, regardez ces asperges, maintenant on aura vous allez manger des bonnes asperges anglaises, et on n'aura plus d'asperges françaises. C'est complètement idiot. Elles étaient dans un état, les ménagères. Oh mon Dieu, mais il est beau, il est magnifique. Et j'étais là dans mon fauteuil comme une malheureuse. Qu'est-ce que je pouvais faire? Vous vous souvenez, les concombres, l'arc des concombres? Il y a 20 ans qu'on n'en parle plus. C'est vrai qu'à un moment donné, les paysans français, ils n'aiment pas quand on dit paysans, les agriculteurs français étaient très furieux parce qu'il y avait des normes européennes et donc ils trouvaient que c'était ridicule. On a tout de suite les Anglais continuaient à parler de leurs concombres alors que cette norme n'existait plus. Et puisque ça leur rapportait aussi l'Angleterre, Farage a fait un mensonge de 300 000 livres par jour que les Anglais devaient payer, mais c'était incroyable. Et après, il a tout de suite dit que c'était faux. après les élections, il a dit, écoutez, je suis désolé, c'était pas vrai. Et alors la journaliste lui dit, monsieur Farage, vous le saviez avant? Oui, je le savais avant, mais quand même, j'ai pas dit.
Bon, ben, C'était on une voit le sorte- parallélisme. Parce que c'était la somme, je m'excuse, moi, Oui. d'interroger les journalistes. hein. Non, en fait, l'idée était de dire qu'il y a 30 milliards à peu près qui vont à l'Europe et qui seront immédiatement réinjectés dans le système des pensions et dans le système Oui, c'est ça, social. c'est ça. Et, Oui, c'était là le mensonge. et que c'était là le mensonge. Tout à fait. Michel Gueux. Mais pour dire que cette sorte de populisme, c'est... Je rebondis sur ce que Philippe Moreau a dit au niveau du mécontentement social. C'est vraiment la perversion du mécontentement social. C'est-à-dire, au lieu de faire un affrontement de classe, en disant, voilà, vous avez des intérêts divergents avec ceux qui vous dirigent aujourd'hui, avec une ligne politique, on dit c'est les élites en général, qu'elles soient de droite ou qu'elles soient de gauche. Et le peuple est toujours beau, toujours grand, toujours magnifique. Et il n'y a plus de pluralisme. On supprime le pluralisme. On supprime toute la médiation et la négociation qui existe dans la représentation politique. On la remplace par une fausse démocratie directe. C'est ce qui se passe avec le Brexit, proprement dit. La caractéristique de la démocratie, c'est pas seulement que la majorité a gagné, c'est qu'ensuite, elle doit négocier avec la minorité. Il y a quand même 49% ou 48% de gens qui ne sont pas d'accord et dont on doit continuer à tenir compte. Avec un référendum, on ne doit plus tenir compte. C'est un mandat impératif. On vous a dit de sortir. Et donc, c'est une dictature de la majorité. Et tout ce phénomène est un phénomène de perversion des conflits sociaux. Il y a des gens qui sont mécontents, qui ont des revendications à faire valoir. Et on transforme ça dans une sorte de critique de toutes les élites en général, universitaires, médiatiques, politiques. Tout ça, c'est des pourris. Et il n'y a que le représentant mensonger du parti populiste qui, lui, incarne, vit... Vous avez parfaitement bien résumé nos premiers chapitres. Je vous propose de passer à un autre chapitre un peu plus rapide. Vous allez voir, Antoine Espach et Philippe Moreau, c'est vraiment que pour vous. C'est quelques moments forts de l'année. Je vais vous demander de réagir de manière assez courte. Vous allez voir, c'est assez simple. Il y a à la fois des événements heureux, des événements un peu plus malheureux. Le premier événement est plutôt heureux. Et là, je vais d'abord m'adresser à l'ancien président de Télé Bruxelles. C'est le nouveau nom de Télé Bruxelles qui a changé en janvier de nom et est devenu BX1. Alors, c'est une bonne idée d'avoir changé de nom. Moi, ça me fait toujours un peu rire, cette mode de changer de nom. Ça rapporte à ceux qu'on paye pour trouver le nom. Et... Ben là, c'était une téléspectatrice toute seule. C'est parfait. On a fait des économies. Je parle d'une façon de manière générale. générale. Vous avez remarqué qu'on change tous les noms. Oui. Et puis, c'est une perversion aussi de croire que ce qui a eu une durée n'est pas bon. Il faut toujours du neuf. C'est du faux neuf. Hein. On change simplement un mot. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais... quant à dire que c'est une grande percée dans le monde d'aujourd'hui, vous ne devrez trouver quelqu'un d'autre. D'accord. Antoine Espach, je vais vous demander, vous de réagir au décès de Roger Lallemand, le père de la loi sur l'avortement. Ça, c'était... Ah, écoutez, il était quelqu'un de très important pour les idées qu'il défendait. Et la manière dont il les défendait, avec une telle ouverture d'esprit, avec une telle écoute de l'autre, son humour, sa gentillesse aussi, l'enterrement enfin c'était pas l'enterrement, la commémoration dans le grand auditoire de l'université, c'était magnifique. Hein. Il y avait une espèce de pensée commune comme ça, de tristesse commune. C'était magnifique. Un petit mot, Philippe Moreau, évidemment. C'est la perte d'un des rares intellectuels de la politique belge. Alors, on va quitter le monde intellectuel en voyant le monde de l'art, ce mur à Saint-Gilles, illustré d'un très grand zizi. Est-ce que c'est quelque chose, vous en avez entendu parler, Antoine Espach, vous n'êtes pas tout le temps en Belgique, vous ne l'avez pas vu. Donc, Philippe Moreau, est-ce que tout le monde s'en est ému? Oui. Est-ce que c'est artistique ou est-ce que c'est juste du trash sur un mur? Bon. Alors, un avis là-dessus. Pas d'avis là-dessus. Alors, un autre avis. En 2016 aussi, il y a eu cette espèce de rébellion de la Wallonie contre les institutions européennes et la signature du CETA. Alors, Antoine Espach, qui avait raison là-dedans? Je suis très, très, très fière de moi. Là, j'étais tout de suite pour la Wallonie. Moi, l'européenne folle, hein, je suis un peu j'exagère un peu. Non. J'étais très rationnel. J'ai beaucoup aimé la manière dont les parlementaires wallons, Paul Magnette, ont pris cette affaire en main. Et j'étais surtout très rassurée, parce que je savais que Paul Magnette était un Européen presque aussi convaincu que moi. Presque. Mais
on peut dire du mal de l'Europe, on doit même dire du mal de l'Europe quand c'est indispensable. On peut laisser passer des choses, mais quand c'était indispensable, et là c'était indispensable. Il y avait vraiment un vide dans le traité qu'un homme comme Macron, la veille où ça vraiment, c'était en train, et il était au Palais des Beaux-Arts, et il y a quelqu'un qui lui a posé la question, Monsieur Macron, que pensez-vous de la Wallonie? Heureusement, il savait, lui, de quoi il s'agissait, et il connaissait d'ailleurs là. Il a dit, ils ont parfaitement raison. Mais comme ce n'est pas possible, techniquement, le traité ne le permet pas, ils doivent céder. Et il a été applaudi par le Palais des Beaux-Arts. Et il y avait un jeune voisin à côté de moi qui me dit vous n'applaudissez pas? Mais je dis, je trouve ça scandaleux. Quand quelque chose n'est pas en état de répondre aux problèmes qui se posent, on ne dit pas, vous laissez aller, et au revoir et merci. Ah bon, alors moi je vais cesser d'applaudir aussi. Philippe Moreau, bravo à Magnette aussi. Il y avait deux personnes. Ce que Antoinette vient de dire, je peux m'y rallier à 100%. Alors, je vous propose de passer à notre 4e sujet de l'année, c'est la mobilité, les tunnels fermés, les ronds-points bétonnés temporairement, ou pas, le métro relancé, la mobilité une fois de plus à la une de ce qui se passe à Bruxelles. Et souvenez-vous, c'était fin janvier, il y a eu une chute d'un bloc de béton dans le tunnel Léopold II, reportage de Pierre Baudot et Paul Peters. Vous allez prendre le tunnel? Oui, tout à fait, oui. Et vous n'avez pas peur? Pas vraiment. Il y a parfois des blocs qui tombent, etc. Vous avez entendu ça? Ah oui, hier j'ai entendu ça sur le journal, c'est vrai. Mais il est ouvert. On verra bien, hein. C'est le sort si ça tombe sur ma tête. Pas de stress particulier ce matin chez les automobilistes avant d'entrer dans le tunnel Léopold II. L'inquiétude, elle concerne plutôt la mobilité. Si après le tunnel Stéphanie, c'est au tour du Léopold II de fermer pour une longue période. Vous en pensez quoi, cette situation, tous les tunnels qui ferment à Bruxelles? C'est catastrophe. Tunnel, c'est la merde. Surtout à minuit quand on rentre du travail. Je pense qu'ils sont toujours praticables et qu'il faut les utiliser jusqu'au bout. Les incidents dans le tunnel Léopold II ne datent pas d'hier. En 2009, la chute accidentelle d'une plaque de béton suscite le débat. Il faudra attendre 2012 pour que le gouvernement bruxellois décide de le rénover et puis attendre fin 2015 pour que l'annonce officielle de la remise en état soit faite. Les travaux sont programmés pour 2018. En attendant, et si le tunnel ferme, il faudra trouver des alternatives en surface. Vous avez des solutions si jamais il ferme ce tunnel Léopold II comme celui de Stéphanie? Passer au-dessus, oui, normalement il y a encore possibilité. Si jamais il ferme, vous faites quoi? Prendre le grand ring de Bruxelles. Les utilisateurs du tunnel Léopold II attendent donc avec intérêt la décision des autorités régionales. Fermera-t-on ou pas le plus long tunnel de Belgique? Réponse sans doute cet après-midi. Alors ce tunnel n'a pas été fermé, par contre, entre-temps, le tunnel Montgomery a été fermé puis rouvert, donc c'est passé beaucoup de choses à Bruxelles. Alors on a beaucoup dit, notamment les pouvoirs politiques, qu'en fait les tunnels étaient sous-financés depuis des décennies. Alors est-ce que c'est de votre faute, Philippe Moreau? Je poserai la même question à Antoinette Spaak. Vous étiez au pouvoir dans des décennies précédentes. Est-ce que vous avez trop peu financé la mobilité à Bruxelles? Écoutez, c'est un peu ridicule de vouloir toujours renvoyer les choses comme ça vers les prédécesseurs des prédécesseurs des prédécesseurs. Maintenant, là, je ne sais pas où on s'arrêtera. C'est peut-être Paul-Henri Spaak qui est responsable du sous-financement des tunnels. C'est ridicule. Ce qui est vrai, c'est qu'à un moment donné, quand il y a eu les premières alertes, on n'a certainement pas réagi assez vite. Je pense que là, il y a eu un peu de laisser-aller. Il faut dire que la politique Autant je trouve que le gouvernement bruxellois, d'une façon générale, fait du très très bon boulot. Je dirais que la mobilité n'est pas son plus grand succès. C'est-à-dire ? Je pense que voilà, vous venez de parler des tunnels, la manière dont on essaye... on doit tout doucement diminuer la pression de la voiture, je suis le premier à le dire. Mais sinon, on fait parfois les choses à l'inverse. Pour le moment, on crée des embouteillages sans qu'on ait d'alternative. Et donc, ce sont les mêmes qui vous disent qu'il y a beaucoup de pollution. Ça me paraît un peu aberrant. Je crois que, par exemple, le métro, il faudrait
mettre le paquet sur le métro. On le fait, hein. Il y a déjà ça, il y a une bonne décision. Oui, plus vite et essayer d'avoir des moyens pour faire plus. Le jour où il y aura vraiment un réseau de métro, comme nous l'avons à Londres, à Paris, à Moscou, à New York, mais vous aurez résolu 50% des problèmes de mobilité. Alors Antoine Netzbach. Je voudrais ajouter à ce que dit Philippe, je crois qu'il y a quand même eu pendant un certain nombre d'années avant le gouvernement actuel, sur lequel ça lui est tombé sur la tête, c'est le cas de le dire, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Mais je trouve qu'on ne dit pas assez, c'est Didier Gauzoin qui m'a expliqué ça. Il m'a dit les écolos dans un des gouvernements ont été extrêmement négatifs sur le problème des tunnels. Il trouvait qu'on devait dépenser l'argent de la région, les moyens financiers de la région bruxelloise à autre chose, à des pistes cyclables, à l'espace vert. Et pendant ce temps-là, il n'y avait plus d'argent pour convoquer des experts. Il était, lui, qui est l'homme le plus raisonnable et le plus engagé dans la vie bruxelloise. Je pense que s'il le dit, il l'a vécu de près. Il doit être content de vous entendre. Il va être enchanté. J'ai un avocat d'une qualité et d'une élégance. Attendez, excusez-moi de vous interrompre tous les deux. C'est peut-être ceux qui ne sont pas cités par Antoine Netzbach qui devraient être mécontents. Vous citez Didier Gauzoin, mais vous ne citez pas les autres. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose. Parce que je m'étendais tellement sur les qualités de Didier Gauzoin que j'ai pris un peu trop de temps. Mais il y a aussi la responsabilité du gouvernement fédéral quand même. Il promet le financement du RER, et on va le faire, et ça ne vient jamais. Et je rappelle que la NVA n'a aucun intérêt, mais n'est pas du tout intéressée par le bien-être des Bruxellois, même s'il y a beaucoup de... Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a 5% de Flamands, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Mais ils sont très, très en retard. Et ils disent que c'est maintenant en 2030. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait pour la mobilité, justement? Parce qu'on a l'impression qu'on laisse un peu les choses plus ou moins se faire, et tout le monde sait que ça va finir par vraiment devenir invivable, et c'est déjà presque le cas. Il y a quand même des grosses incohérences qu'on voit dans la circulation qu'on ne comprend pas. Je ne comprends pas pourquoi elles ne sont toujours pas résolues. Les poids lourds sur le ring à 8h du matin, le lundi, je ne sais pas si on en parle ou pas. Il y a beaucoup de choses qui sont là, ça se passe, personne ne fait rien. C'est la politique de dissuasion. Mais ça, on ne fait rien. Et puis alors, effectivement, on crée des problèmes. Mais alors, effectivement, on a envie d'être quelque part, on sent une espèce de dissension même au niveau du gouvernement, entre ceux qui ne font rien, surtout que... De quel gouvernement? Tous les gouvernements, de toute façon. Non mais attendez, le ministère aussi, mais Jacqueline Galland, elle s'est pris quand même un truc un peu, c'est mon Dieu de Loch Ness, c'était le cas de le dire, avec des comptes, des calculs, des possibilités. On parle du RER depuis 1965. Je vois pas comment elle aurait pu s'en sortir de toute façon. Mais donc, il y a donc d'un côté, on ne fait rien, on attend que, dissuasion. Et puis de l'autre, on a envie déjà de ce côté des pistes cyclables, dissuader, j'invente des mots aussi. Dissuader, vous voyez, c'est une mode. Dissuader aussi l'utilisation de voitures de société. Mais qu'est-ce qu'on a entre les deux? En fait, on a un gap, un trou que personne n'a vraiment envie de combler. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Vous êtes d'accord avec Philippe Moreau, c'est ce que j'ai bien entendu. On va passer à notre dernière thématique, justice et politique, bien sûr. Ça arrive aussi. Vous parlez de justice et politique. Une ministre CDH qui a démissionné pendant cette année 2016, Joël Miquet. Un bourgmestre avocat MR suspendu à une décision de justice, Armand de Decker. Ou encore une commission Kazakh-Gate qui peine à se mettre en place, avec un président qui a dû démissionner même avant d'être nommé président, Francis Delperrey. Reportage, c'était jeudi dernier, reportage de Martin Collier et Camille de Kecker. Ce n'est plus un CDH qui s'installe dans le fauteuil de président. Le SPA Dirk van der Malen prend donc la suite de Francis Delperrey. Critiqué depuis sa nomination, il a finalement décidé de passer la main. Je suis membre de la commission au titre du CDH et j'aurais d'ailleurs peut-être plus de liberté de parole et d'action que si j'avais été président. Une décision qui fait suite aux pressions exercées sur le CDH depuis hier. On avait appris qu'il avait été auditionné dans le cadre de l'information judiciaire sans en informer ni son parti ni les membres de la commission. Aujourd'hui, Francis Delperrey se défend. Ce silence avait été requis précisément de ceux qui faisaient cette enquête. Des paroles des uns et des autres pouvaient compromettre le développement de l'enquête. J'ai contribué à l'enquête et j'ai respecté les règles de déontologie qui m'étaient imposées à ce moment-là.
Un changement de présidence souhaité par une majorité des commissaires. À partir du moment où à chaque acte posé, il était mis en question par rapport à sa neutralité, le fait de devoir céder la présidence à quelqu'un d'autre, je pense qu'il était effectivement plus sage de décider de laisser la présidence de cette commission d'enquête importante à quelqu'un d'autre. Le fait qu'il a dû témoigner, que nous n'avons pas su au moment où il a été désigné président, risquait de créer le sentiment, et plus que le sentiment, que enquête parlementaire et enquête pénale se confondent. Fraîchement désigné, le SPA Dirk van der Malen définit ses objectifs. On va nous entourer avec des experts, on va avoir des magistrats et je veux d'abord avoir un contact avec ces magistrats et ces experts pour savoir ce qu'on peut faire, quelles techniques, quels moyens on peut utiliser pour partir à la recherche de la vérité. Suite et fin donc du jeu de chaises musicales au sein de la commission. Les commissaires ont déjà désigné de nouveaux experts à entendre. Le début des travaux est prévu pour le 11 janvier prochain. On a quand même l'impression, Christophe Génisty, qu'il y a une grande tension entre justice et politique ces derniers mois. Oui, mais au-delà de ça, au-delà de la tension, vous avez tout à fait raison, il y a de l'opacité ou alors de la suspicion. On a parlé tout à l'heure du populisme. Il faut bien être conscient que le populisme naît de ces situations-là, naît sur ces situations-là. C'est-à-dire que quand la politique n'est pas claire, quand on a des doutes sur l'éthique, sur la morale, sur la déontologie, sur ce genre de choses, eh bien c'est là-dessus que se créent et naissent et se développent les populismes. Donc c'est quelque chose de pas du tout anodin, ce genre de petite séquence, et qui n'est pas uniquement limité à cette commission. C'est un des nombreux exemples d'éléments d'actualité qui créent et qui sont favorables au populisme. Une des caractéristiques du populisme, c'est précisément de faire du droit à la carte. Et on le voit d'ailleurs dans le gouvernement actuel, l'histoire dont vous avez parlé avec la famille. Les visas. Les visas, c'est-à-dire tout à coup le ministre dit « Ah ben moi cette décision de justice-là ne me plaît pas, je ne l'applique pas ». Ou bien M. Courtois qui dit « Ah ben ces gens-là, ils ne me serrent pas la main, je ne les marie pas ». C'est-à-dire que le droit devient une sorte d'arbitraire avec des bonnes ou des mauvaises raisons. Le droit n'est jamais politisé. Non, mais il y a les hommes politiques, et en particulier les exécutifs, sont là pour ils disent bien leur nom, pour mettre en œuvre la loi, et pas pour dire quand ça me plaît, oui, quand ça ne me plaît pas, non. Demandons l'avis de nos invités politiques. Écoutez, je voudrais d'abord vous dire que je n'aime pas trop qu'on mélange ces trois problèmes. Ils sont très différents. Madame Milquet n'a pas mis un cent dans sa poche. On lui reproche une gestion qui ne serait pas parfaite de son cabinet. À mon avis, ce sont des reproches qu'on pourrait faire à beaucoup de politiques. Si je devais vous dire tout ce que je sais à ce sujet, je crois que j'enverrais chez ce magistrat des dizaines de personnes. Donc c'est un problème politique. On va faire une deuxième émission. C'est un problème politique. Les populistes viennent de gagner 10 points. Non, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu... Non, je pense qu'il est tout de même un peu normal que des attachés de cabinet et une couleur politique. Mais enfin... Mais là, vous trouvez que la justice va trop loin dans ce cas-là. Là, je pense, à première vue, moi, je n'ai pas vu tout le dossier, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec les autres problèmes. Alors, prenons le problème de M. Delperreux, qui est un homme respectable. Je pense qu'il aurait, comme il dit, il ne devait peut-être pas le dire, mais il n'aurait pas dû se présenter à la présidence de la commission. Et puis voilà, on tourne la page. Ça n'est pas gravissime, mais il a commis, sans doute, il a été imprudent. Et alors, le troisième problème... Là, on est devant un problème énorme. Et à mon avis, on n'y verra jamais tout à fait clair. C'est franco-belge, franco-belgo-kazakh. L'ancien président de la République française intervient. Et là, il y a quelqu'un qui, visiblement, n'a pas perdu son temps sur le plan financier. Donc c'est tout à fait autre chose, mais qui va être beaucoup, beaucoup plus difficile parce qu'il y a tellement de gens qui ont joué dans cette mauvaise pièce que je ne suis pas sûr qu'on arrivera à faire apparaître la vérité. En tout cas, je voudrais dire à mes amis parlementaires, moi je ne le suis plus, qu'ils ne doivent plus faire ce que j'ai fait. Moi j'ai vécu ce vote, je me souviens. On est en réunion du groupe socialiste du Sénat, ça a été voté à la Chambre au Sénat, et notre chef de groupe, très honnêtement, nous dit voilà, il y a un problème avec ce projet, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, on rédige tout de suite une correction, et dès que c'est voté, et moi, innocemment, je lui dis, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne l'amende pas? On ne le renvoie pas à la Chambre. Il dit, je ne sais pas trop. Le gouvernement insiste parce que c'est un signal par rapport à ça. Et
Et j'ai voté cet horrible texte. Alors que j'aurais dû me révolter, j'ai voté cet horrible texte. Je savais qu'il était horrible, mais on m'avait tellement juré. 1, qu'il y aurait tout de suite réparation. 2, qu'il ne serait pas mis en œuvre, parce qu'on nous a dit qu'il ne serait pas mis en œuvre. Et maintenant, on apprend que la mise en œuvre... Oui, aurait même déjà commencé avant lui. Antoine Espag. Je vais très rapidement aller en arrière. D'abord, le Kazakhstan, Gates. C'est pénible, vraiment pénible. Ce qui me choque quand même, au-delà de ce que Philippe a dit, je suis d'accord, mais au-delà de ce qu'il a dit, la présomption d'innocence, qui est la base de notre manière doit fonctionner la justice, c'est devenu épouvantable. Il y a des fuites tous les jours de documents qui sont des documents qui doivent être connus uniquement par les partis, qui sont jetés en pâture, et je trouve que ça va vraiment maintenant, ça commence à aller vraiment trop fort. Armand de Decker est un ami, c'est un ami, il restera un ami, mais j'attends avec impatience vraiment le procès, ce qu'il a pour sa défense, qui va avancer pour sa défense. Mais c'est une sale affaire, hein, c'est vraiment une sale affaire. Alors il y a Delperré. Olivier Magin a été parfait, comme toujours. J'adhère à ce qu'il a dit. J'avais peur que vous ne parliez pas d'Olivier Magin. Je ne vais pas dire plus. Oui. En tout cas, il l'a dit. En ce qui concerne Mme Milquet, ce qui est très scandaleux dans cette affaire, c'est qu'il y a un magistrat. D'abord, ce que Philippe dit, c'est vrai. Nous avons tous employé des gens au moment de la campagne électorale. Dans tous les partis, ça se fait comme ça. Le ministre doit faire une campagne électorale. Je vais vous demander de conclure sur le juge. Vous vouliez parler du juge. Ce qui m'a paru scandaleux, c'est que le magistrat n'avait pas terminé son enquête. Il partait autre part. Il inculpe et laisse au juge, après, à reprendre les documents. Je trouve ça pas content. On va passer tout de suite au coup de cœur. C'est avec ça qu'on va terminer notre émission. Michel, on va commencer par vous. Vous vouliez parler d'un chanteur dont on a beaucoup parlé. Bob Dylan, prix Nobel de littérature cette année. Pour moi, c'est mon coup de cœur de l'année. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a réussi quelque chose d'assez extraordinaire. Il a marié le rock'n'roll avec la vraie poésie, inspirée de la Beat Generation. Et il y a donc eu un avant et un après. Il a réellement transformé la musique populaire. Beaucoup d'autres chanteurs ou écrivains ont fait des choses remarquables depuis, mais ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir au grand Jojo d'avoir un jour le prix Nobel aussi. Je ne le fais pas. Salma Awash. Je n'irai pas jusque-là. Alors moi, c'est Ève de Marek Alter. C'est un roman, donc parfois on oublie que c'est un roman, mais on le lit, donc c'est très... son objectif, c'est de réhabiliter quelque part Ève et cette histoire de péché originel qui a peut-être marqué des centaines d'années de misogynie complètement acceptée, c'est-à-dire que Ève, et c'est à cause d'Ève qu'on n'est plus au paradis et que finalement... Et donc lui, ce qu'il est en train d'amener avec ce livre, c'est qu'elle a bien fait finalement de croquer dans cette pomme. Alors qu'on soit croyant ou pas, il y a certaines vérités qui sont très intéressantes à lire et c'est un livre qui ouvre un peu l'esprit, je trouve. Parce qu'à un moment donné, on lit, on dit « Ok, j'avais pas vu les choses comme ça. » Donc c'est à lire. Christophe Genisti. Alors moi, mon coup de cœur, c'est plus un coup de cœur de l'année et de l'année passée et de l'année à venir. C'est Mixity. Je trouve que c'est une initiative absolument intéressante, remarquablement bien faite, intelligente. D'habitude, quand on veut redorer l'image d'une ville comme Bruxelles, on s'adresse à l'étranger. Là, Mixity est entièrement faite depuis l'intérieur, avec les gens qui vivent à Bruxelles. Je trouve ça très intelligent. C'est plein de variétés, plein de diversité. C'est très intéressant. Moi, j'ai mon propre coup de cœur, c'est celui d'un de nos experts, Hugo Poliard. Il s'agit d'un carnet, deux carnets, quelques pensées et quelques pages blanches pour noter nos propres pensées. Tout est parti de Facebook et c'est devenu un livre qui est paru aux éditions de la Boîte à Pandore. Et je rappelle aussi le livre d'entretien qu'Antoine Espag a accordé à Francis van de Woestijn de la Libre aux éditions Racine. Et il y a aussi le dernier ouvrage de Philippe Moureau qui est toujours disponible, sur La vérité sur Molenbeek, paru aux éditions de la Boîte à Pandore. Vous pouvez annoncer pour janvier la sortie d'un livre, Portrait Souvenir, où je fais le portrait d'une série de personnes et d'hommes politiques et de femmes politiques. Ah, ben ça, on lira ça avec plaisir, hein, certainement. Voilà. Il est
Sous-presse. Les sous-presses, ah, très bien. Donc ça, on attendra le mois de janvier. Et Antoinette Spag, est-ce que vous avez un conseil à nous donner, un conseil culturel pour cette fin d'année? J'ai un coup de cœur. Je ne vais pas vous dire que c'est mon livre, parce que c'est pas un coup de cœur. Ça m'a beaucoup fatigué. Mais ça m'a amené l'amitié de Francis van de Woestijn. Ça, c'est un homme épatant. Mais mon coup de cœur, c'est Judas, écrit par Manos Oz, dont la thèse est que le constructeur de Jésus est Judas. Que c'est Judas qui a en fait qui a permis la sainteté du Christ. Donc c'est Judas de Amos Oz. Oui. Merci à tous invités et chroniqueurs. Bon week-end, bonne fête, à l'année prochaine. On se retrouve le 14 janvier.